Oui, il y a un autre terme aussi qui est un peu ambigu, c'est, j'entends parler de coût de la santé, etc., etc., et juste toute la production de la santé, c'est une production de richesse, puisqu'on la trouve dans le PIB. Et donc dire que la santé coûte, c'est aussi aberrant de dire que la production de Renault coûte à la nation. Donc je crois que c'est aussi là où nous, à notre niveau, des éléments de langage qu'il faut absolument enlever, c'est ces histoires de coût de la santé, etc. D'autant plus que c'est dans la partie du PIB non marchande, et donc rester dans le non marchand, comme c'était souligné tout à l'heure. Je suis d'accord. En plus, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Il y a de la dette d'investissement et de la dette de fonctionnement. Considérant que quand on sauve quelqu'un, c'est un investissement sur l'avenir plutôt que un coût immédiat de fonctionnement, ça c'est sûr. Mais c'est assez étonnant avec quelle habileté il manie le... Par contre, je suis assez convaincu pour avoir discuté récemment avec des députés que même eux, en fait, ils font pas la différence. Hein. Ils sont paumés, quoi. Vraiment, ouais. Peut-être pas tous. Non, en tout cas, ceux de En Marche. Une partie, effectivement. Alors, pour rebondir sur la partie que vous venez d'aborder là sur les députés, je siège au conseil de surveillance à l'hôpital de Versailles, et le maire de Versailles, qui a été député, y compris le maire du Chesnay, les deux, lorsqu'on leur présente, enfin la direction, on leur présente les perspectives financières de l'établissement, qui sont de toute façon toujours dans le rouge. La question du maire de Versailles, c'était mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce système-là? Donc il y a eu les réponses des directeurs, et moi, en tant que représentant du personnel, je suis là, moi, pour lui dire ce que j'ai à dire et ce que pense aussi le personnel. Et en gros, c'était comment vous pouvez venir jouer les vierges effarouchées dans une instance en disant comment ça se fait qu'on est dans le rouge alors que c'est vous-même qui votez les lois qui nous mettent dans le rouge. Enfin, vous êtes schizophrène. Donc, en gros, c'est ou vous ne lisez pas les lois, ou alors vous votez n'importe quoi. Mais enfin, il y a un vrai problème. Et effectivement, après, pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur certains syndicats réformistes comme la CFDT, qui cautionnent le fait d'avoir des mutuelles en entreprise, et ils le veulent également dans le public. En fait, c'est pas anodin. Je sais pas s'il y a du lobbying auprès de la CFDT, mais le budget de la Sécu, si ma mémoire est bonne, c'est grosso modo 700 milliards d'euros par an. Et évidemment, on peut comprendre que dans une société capitaliste, 700 milliards d'euros, c'est une manne qui est très, très, très intéressante et qui attise des convoitises. Donc après, tout ça, c'est une logique qui est construite depuis des années où on laisse détériorer. On a vu avec la SNCF, on a vu avec la Poste, on laisse détériorer les services publics pour derrière ensuite pouvoir les offrir sur un plateau d'argent parce qu'ils sont tellement délabrés à tous les services privés, enfin toutes les entreprises privées à but lucratif. Et c'est même pas une question de coût derrière ou de pouvoir délocaliser en disant on a trop de charges. J'ai lu un article il y a peu de temps où BNP va faire 4 milliards de bénéfices au premier semestre, mais envisage en même temps de licencier 5000 personnes. Voilà, c'est toujours plus. Donc en fait, le coût de la main-d'œuvre, c'est pipeau, quoi. C'est vraiment histoire d'enrichir les actionnaires. Voilà, c'était une réflexion. C'est vrai. Après, je vais enrichir la remarque. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est l'idéologie qui est derrière. Et en fait, l'idéologie actuelle, si on la remet à l'aune de la Sécu, par exemple, le cas des mutuelles rendues obligatoires un peu partout, moi, ce que je perçois, mais c'est mon avis, hein, c'est que là, on est avec un dirigeant, en l'occurrence, qui a comme idéologie principale le fait que si la République corrige grosso modo les inégalités du départ, après, c'est un peu chacun pour soi. Et c'est une logique quand même très méritocratique, on va dire. Et ce point-là, on en discutait un peu dans le train, hein, c'est en fait l'idéologie de départ sur laquelle nous, on n'est pas d'accord, par exemple. Mais c'est difficile d'argumenter avec des faits, si ce n'est en allant chercher effectivement les travaux de Wilkinson et de montrer que en fait, la réduction des inégalités fait l'augmentation du bien-être collectif. Mais je pense qu'en fait, toutes les décisions qui sont prises, je reprécise, je suis pas d'accord avec, mais elles sont cohérentes avec son idéologie, si vous voulez. Donc, quand on dit ça part dans tous les sens, non, en fait, moi, je trouve pas. C'est relativement construit, hein, comme élément. Plus construit que les périodes précédentes.
pour moi, plus construit que les périodes précédentes. Il y a une logique. Je pense que la prémisse est fausse, mais tout le reste s'enchaîne relativement bien, quoi. Quand on parlait tout à l'heure des députés et des sénateurs, ils ont quand même un système de sécurité sociale et de retraite qui est drôlement bien fichu. C'est-à-dire que pour eux, ils ont une bonne protection sociale. C'est-à-dire qu'on attaque là l'individu aussi. Quand il s'agit de se soigner soi, on essaye quand même de se préserver, quoi. Alors là, ils ont un système qui est bien fichu. Il y a une autre chose qu'on pourrait peut-être aborder, c'est parce que ça représente un gros morceau de la population, c'est les commerçants. Les commerçants qui sont très mal couverts, et ça a été encouragé avec l'histoire du RSI de Sarkozy, qui a tout regroupé les caisses, et qui font qu'effectivement leur cotisation sociale est absolument pas correctement prélevée. Et je pense que là, il y a aussi un mécontentement qui est hyper entretenu et qui fait qu'eux, ils en peuvent plus, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si vous avez abordé ça, parce que le RSI, les cotisations, les commerçants, les gens qui sont indépendants, en fait, en dehors des professions, des praticiens de santé, ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup de soucis à se faire au niveau de la cotisation sociale. En fait. On a abordé le sujet. On a abordé le sujet en particulier en entend sous l'angle justement de la difficulté d'utiliser un terme comme patron, parce qu'en fait, c'est un mot un peu fourre-tout. Nos relecteurs nous l'ont bien indiqué. Ils nous ont dit quand même, faites gaffe parce que le mot patron recouvre aussi bien Mullier et Arnaud que le boulanger, le fleuriste. Et voilà. Donc, allez-y. Donc c'est par cette entrée-là, parce qu'on trouve tout un mouvement de contestation anti-sécu avec Reichmann, etc. Et souvent, ce mouvement de contestation anti-sécu est porté par des gens, effectivement, qui sont des petits indépendants, qui, du coup, comment le dire, ils ont assez raison de râler, mais en fait les solutions qu'ils trouvent sont pas la solution à leurs problèmes. Enfin, et du coup d'ailleurs c'est souvent des gens qui font une association assez rapide avec le fait que leur mode de cotisation est complètement archaïque et mauvais, avec le fait que du coup c'est des gens feignants étrangers qui vont en profiter. Vous voyez, il y a un raccourci assez rapide qui est fait. Alors je catégorise peut-être de manière un peu ça ressemble au métier, mais c'est souvent ce qu'on a. Ouais. Et pour le coup, c'est des gens vraiment très peu informés de comment marche le système. Moi, j'ai des gens comme ça assez proches de moi, hein, et en fait, pour avoir discuté avec eux, je m'aperçois que ça fait 35 ans qu'ils cotisent, ils savent pas à quoi, ils savent pas pourquoi, ils savent pas quels sont leurs droits. Ce qui est un autre problème, d'ailleurs, c'est qu'on aborde, c'est le non-recours aux droits, qui est un vrai problème, hein, parce que souvent on dit qu'il y a beaucoup de fraude et en fait si vous ramenez le montant des fraudes au montant des gens qui auraient droit et qui en profitent pas, en fait on est encore bénéficiaire, quoi. Donc voilà. Et puis si vous ramenez le montant des fraudes au montant des fraudes de ceux qui ne cotisent pas, alors là c'est colossal. Une anecdote, quand on a refait l'histoire, les arguments développés là chez les indépendants sont assez proches des arguments développés par les agriculteurs dans les années... Enfin, les dirigeants des agriculteurs dans les années 30. Toute la période des chemises vertes et tout ça. C'est vraiment le même genre de choses. Enfin, ça représente une grosse partie des gens qui sont effectivement complètement incultes par rapport à ça, qui ont un état d'esprit aussi indépendant, justement, et qui n'ont pas envie de participer à la cagnotte. Hein, voilà. Oui, alors je pense que c'est peut-être justement avec... il y a un gros travail à faire qui est, mais de tous, hein, je veux dire, de longue haleine, peut-être aussi auprès de cette population, de cette catégorie en fait sociale, qu'on oublie souvent aussi. Hein, bon, là, on est entre nous, ça va, je crois qu'on se comprend, mais tout ce travail de fourmi, parce qu'effectivement, il y a déjà des gens qui subissent du fait, hein, effectivement, le RSI, etc. Ça a été vraiment, enfin, une catastrophe, hein, et puis qui, pour le coup, du fait de la non-connaissance, ont des discours complètement extrêmes. C'est effectivement les fraudeurs, le noir, l'arabe, qui profitent, etc. Et je pense que là, on a un travail vraiment il y a tout à construire, quoi. Alors c'est pas facile, c'est parce que ça demande du temps, mais il est vraiment là, enfin voilà, et parce que en plus ce sont des gens qui subissent le système.
C'est-à-dire, effectivement, donc il y a bon, parce que si c'est pas nous qui faisons ce boulot-là, on ne le fait pas assez. On voit bien déjà qui le fait en face. Donc, bon, après, il y a le système est assez organisé quand même pour que ce soit difficile de lutter contre, puisque c'est quand même des gens qui, au départ, ont pris parfois cette option professionnelle avec une forte idée libérale au sens de profession libérale, c'est-à-dire moi et à côté les autres indépendants, voilà, un peu aventuriers, et avec depuis le début. Et moi, je retrouve beaucoup ça chez les jeunes actuellement. L'idée que de toute façon, par exemple, une retraite, ils en auront pas, donc faut se la construire. Donc, s'il faut se la construire, faut pas aller cotiser. Vous voyez, c'est en fait, on a instauré comme ça une espèce de logique où ils vont pouvoir compter que sur eux tout le long. Donc, puisqu'ils peuvent compter que sur eux tout le long, pourquoi ils iraient cotiser pour un groupe? Donc, en fait, c'est compliqué de lutter contre ça. Je pense quand même que le rapprochement et le fait d'avoir un seul régime peut potentiellement améliorer mais c'était ce qui était prévu en 46, hein, donc attendez que tout le monde se réveille pour le remorceler le système. Ah oui, non, mais effectivement, ça c'est certainement politiquement justement une solution, parce que on ne morcelle pas, parce que c'est pas on va à l'encontre de la division pour régner, quoi. Ça c'est très clair qu'effectivement ce serait après, mais il y a un travail. Il faut voir ce qu'on veut faire quand même du régime unique, parce que là, ce qui est un peu paradoxal, on va nous faire un régime unique, mais en allant vers des systèmes de capitalisation. Ah oui, non, mais voilà, non, mais du régime unique. Du coup, un euro cotisé, un euro. Non, ça va se discuter. Oui, faire attention à ça aussi. Oui, je ne sais pas si il serait facile ou difficile d'expliquer que la Sécu, c'est à nous et c'est pas un bien de l'État et c'est notre cotisation, c'est notre bien et on n'a pas à la remplacer par autre chose maintenant. C'est vrai, et pour autant, quand on regarde quand même ce qui s'est passé les 30 dernières années, on a vraiment essayé de nous en déposséder, même dans le mode de gestion, hein. C'est-à-dire qu'on était parti sur un truc où c'était effectivement tout à nous et géré par nous, de plus en plus à moitié, puis de plus en plus c'est à moitié et pas avec des gens élus mais avec des gens nommés, et puis nommés par qui, puis nommés comment, enfin, et du coup progressivement en fait la Sécu elle s'est quand même éloignée. Est-ce que vous avez des suggestions sur des moyens qu'il y aurait de cultiver ça auprès de gens indépendants ou de jeunes qui se lancent? Parce qu'ils diront pas ça. Déjà ils n'ont pas le temps souvent. Des vidéos, des tracts. Après, alors, c'est peut-être complètement utopique, mais enfin, on apprend tellement de choses à l'école que pour moi, c'est l'éducation populaire, ça. Toute notre protection sociale et tout ce qui a découlé du CNR, ça devrait être appris dans les écoles, sauf qu'on ne l'apprend pas. Et effectivement, quand aujourd'hui on remplace, alors le RSI, moi c'est un domaine que je connais absolument pas, donc je vais pas en dire grand chose dessus, mais peut-être qu'une plaquette, enfin un dépliant recto verso pour dire les grandes bases suffirait, j'en sais rien. Mais enfin, c'est quelque chose, c'est comme disait Madame, la Sécu, c'est notre bien à nous, c'est nous qui la finançons, c'est à nous, c'est à personne d'autre, mais tout ça, les gens n'en sont pas conscients. C'est le problème, il est là, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être dans les livres scolaires, mais qu'on n'a pas. Mais je pense que c'est bien volontaire. C'est même pas dans les écoles de santé. Et donc ça c'est grave aussi. Donc maintenant ça commence, mais c'est des délégations en fait, parce que je sais pas si vous savez, mais les sécurités sociales étudiantes, c'est pareil. Les étudiants n'étaient jamais remboursés. Quand on était étudiant, on n'était jamais remboursé, et c'est normal puisque c'était ça. Bon, il y a eu des scandales. Hein, ça a été créé pour, financer autre chose. Et donc maintenant, les délégations étudiantes, la Sécu a récupéré. Les cotisations maintenant sont prélevées autrement et c'est la Sécu qui gère la Sécu étudiant. Et le RSI, c'est pareil. Normalement, ça devrait faire partie effectivement de la sécurité sociale, le RSI. Mais voilà, c'est pas fait. Et c'est une grosse partie des gens. Par exemple, les gens ont les huissiers très rapidement. Enfin, c'est une catastrophe. Un petit passage sur les mutuelles étudiantes. Effectivement, le choix restait contingenté entre des mutuelles de droite bien marquées et une mutuelle de gauche ultra mafieuse qui a mouillé la moitié du Parti socialiste dans les années 70-80.
Avec des gens assez connus. Ouais. Ah oui, il y a des beaux... Pour faire un dernier focus sur l'inculture justement de la sécurité sociale, je pense que tous les gens dans cette salle ont vu le film La Sociale. Et quand Rebsamen, ministre du Travail, quand même, est interrogé sur Ambroise Croizat et qui dit bah non, je connais pas. Ah oui, non, c'est peut-être plus le ministère de la Santé. Enfin, voilà, ça résume juste l'inculture française sur notre système de protection sociale. Très juste. En fait, non, on en parle un peu parce que c'est une des branches. Ben mais oui. on n'entre pas dans... Parce que quand on voit comment ça évolue, c'est quand même un petit peu caractéristique aussi. Hein. C'est financé avant tout par les cotisations des employeurs. Et c'est en train de partir complètement à volo. Les médecins ne sont pas au courant des maladies professionnelles. De toute manière, elles ne sont pas vraiment recherchées, elles ne sont pas fouillées. Quand vous allez chez un médecin pour vous faire rembourser, il y a la carte vitale ou il y a la feuille de soins. Quand, en tant que médecin, vous accueillez quelqu'un qui vient pour un accident de travail, il a une mutuelle, enfin une assurance qui le couvre, qui est à chaque fois différente en fonction de l'entreprise, de sa position, n'importe quoi. Et les conditions de remboursement du médecin sont extrêmement compliquées. Ce qui fait que c'est un moyen aussi de basculer dans le régime général la prise en charge des accidents du travail. Et les maladies professionnelles ne sont pas reconnues au niveau où elles le devraient. Bon, enfin, c'est une incantation plus qu'autre chose. Après, sur le livre, pour vous dire, on aurait pu travailler une vie en fait dessus. C'est-à-dire que forcé à se freiner. En prenant chaque branche, à chaque fois qu'on découvre un truc, il y a un truc caché derrière. C'est sans fin en fait. Sans fin. C'est juste pour poursuivre par rapport à ce qu'on vient de dire sur les accidents du travail. Vous avez regardé aussi du côté de la médecine du travail qui tombe complètement en déshérence. On n'a pas détaillé. Il y a la médecine du travail, il y a la médecine préventive qui est aussi quand même à l'ordre du jour. La médecine du travail en soi mériterait un livre en fait, même sur la manière dont elle s'est construite. Mais après, non, on n'est pas rentré dans le détail spécifique comme ça, pas dans l'ouvrage. Enfin, là, elle est plutôt en déconstruction quand même. Ouais. Bah, oui. Ça mériterait un article dans le diplôme. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Certainement, il faudrait. Je crois pas qu'il y en ait eu. Ou alors pas récemment. Récemment, mais je crois qu'il y en a eu. Et ça donne envie. Hein. Il faut fouiller. Mais c'est enfin, quand on regarde même les classements CN, enfin, ça attire vraiment pas plus du tout, quoi. Médecine du travail, c'est tout au fond du classement. Et je pense que, enfin, moi, je suis dans une UFR de médecine. Je vois la manière, en tout cas l'image qui est véhiculée par la médecine du travail, par les autres disciplines et par les enseignants des grands hospitalo-universitaires qui viennent faire les enseignements. Pas s'étonner que les gens choisissent pas ça, parce qu'en fait, c'est jamais présenté sur le versant qui nous intéresserait, politique, social, etc. C'est présenté comme le truc que vous aurez si vous avez rien d'autre et que vous voulez travailler dans une ville qui est pas toute pourrie, quoi. C'est un peu un schématisme, mais à peine. Donc, je pense que ça mériterait effectivement un chapitre. Parmi les pistes, je peux interroger mon camarade. Je fais semblant de poser une question à laquelle je connais la réponse, mais peut-être que c'est intéressant. Sur le problème des déserts médicaux, on a hasardé quelques débuts de solutions. Et je me rappelle qu'on s'inspirait pas mal du modèle québécois. Est-ce que tu veux en parler? Je peux. Après, c'est compliqué de résoudre le problème des déserts médicaux. Il y a même des gens qui doutent en fait de l'existence du désert médical en soi, parce que ça pose tout un ensemble de questions. Alors les Québécois, comment ils ont résolu le problème? Déjà, ils ont essayé de décentraliser la formation. Donc ils ont fait que les centres de formation ne soient pas concentrés dans les grandes villes près des grands hôpitaux, mais qu'ils soient un peu mieux répartis sur le territoire. Ce qui a relativement bien marché chez eux. Après, quand même, dans les pistes... que ceux qui sortent génèrent une patientèle qui leur reste fidèle, ils s'installent dans oui, le puis coin. En fait, on sait que les migrations d'étudiants, en fait, elles ont du mal à se faire dans le sens inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un milieu, par exemple, rural, quand il est allé 10 ans dans des villes, des grandes agglomérations, où en fait, généralement, ils ont trouvé des copains, des copines, ils ont fondé une famille, ou plus ou moins. Du coup, c'est compliqué de les réorienter, quand bien même il y a des mesures incitatives qui existent pour que les gens s'installent. Il y a des mesures de plus en plus coercitives. Donc moi, je suis kiné, par exemple. On a
Maintenant, la liberté d'installation c'est restreinte, donc avec des zones de dotation, ce qui pose un problème du calcul de la zone de dotation quand même. Comment on calcule le fait qu'il y a trop de soignants? Et c'est le même débat que tout à l'heure. En fait, on a une version comptable des choses sans se dire quel est le besoin. C'est-à-dire que faire une moyenne. Mais si je vous dis combien faut de soins d'infirmiers pour sortir de mon cas par 10 000 habitants, en fait, c'est hyper compliqué parce que ça dépend du bassin de vie, ça dépend du type de pathologie qu'il y a, du mode de vie, ça dépend de leur âge, enfin, ça dépend de plein de paramètres. Après, il y a des solutions qui peuvent être trouvées dans les maisons de santé. De plus en plus se développent, c'est-à-dire que c'est un peu fini quand même le modèle du vieux médecin corvéable jour et nuit, soir et week-end compris, et qui est le médecin de famille qui va se déplacer quand on pourra pas, puis c'est un peu quand même un modèle dépassé. Et puis alors là, pour moi, je suis au contact des étudiants tous les jours parce que c'est mon travail. C'est fini ce temps-là, c'est-à-dire que eux orientent leurs activités professionnelles en fonction de leur vie personnelle. Donc maintenant, on a quand même un équilibre qui est bien meilleur et probablement que c'est très bien pour eux. Mais du coup, on a des modes de raisonnement qui sont plus tout à fait les bons. Et de plus en plus, ils s'installent sur des maisons de santé pluriprofessionnelles qui, du coup, solutionnent en partie les problèmes. Sauf qu'il faut quand même mettre des professionnels dans ces maisons de santé. Il y a quelque chose qui sera de l'ordre de la délégation aussi, potentiellement, de tâches. Donc là, on commence à voir ça. Je sais pas, le suivi des diabétiques fait par des infirmiers, par exemple. Donc il faudra quand même... enfin, je dis il faudra. L'impression que c'est en cours. C'est ce qui va venir. Alors après, on essaye de nous vendre de l'intelligence artificielle et de la télémédecine à peu près à toutes les sauces. Donc, faut quand même prendre ça avec précaution, mais il n'est pas exclu que dans certains cas particuliers, effectivement, je regardais il n'y a pas très longtemps un reportage où dans des pays où il y a des zones géographiques vraiment très éclatées, où par exemple, je pense à nos territoires d'outre-mer, où des fois il y a des îles qui sont vraiment éloignées de centres de santé. Bon, bah là, on peut effectivement imaginer que des moyens numériques peuvent améliorer. Après, ça reste quand même un métier humain, de contact, donc il va pas falloir se cacher derrière des écrans, mais par contre faire en sorte qu'il y ait des délégations d'actes, à mon avis, c'est une des solutions pour résoudre le problème lié aux déserts. Alors c'est pas les déserts médicaux, mais c'est des déserts de soins en fait, c'est des déserts de voilà. Les médecins sont prêts à ça? C'est difficile à dire, comme ça, je sais pas. Ça veut dire donner des droits à d'autres professionnels de santé. Ouais, et d'en déposséder les médecins qui ont une représentativité forte quand même. Ouais, je sais pas. Kiné, ça va être difficile en télé transmission. Ouais, il y en a qui le font en plus, vraiment. Frotter avec la caméra ici. Parce que non, mais c'est pareil. Le métier, enfin ma profession a quand même beaucoup évolué. C'est devenu un métier d'éducateur de santé. Et à mon avis, c'est une des pistes. Hein, c'est que c'est aussi fini le professionnel de santé qu'on va voir et qui nous donne un truc à faire et puis après ça va mieux. En fait, le seul truc qui peut améliorer les choses souvent, c'est quand même qu'il nous aide à faire des choix éclairés et qu'on comprenne la problématique qu'on a pour pouvoir nous trouver des solutions à ça. Donc dans ce cadre-là, pourquoi pas parfois faire des activités de suivi, par exemple, de conseils, de suivi d'exercice à distance, mais ça peut pas être que ça, non.